Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer cet épisode en parlant de quelque chose qui me brise le cœur. Pas parce que c'est triste, mais parce que je me reconnais forcément dedans. Parce que je l'ai vu des dizaines de fois et parce que je sais que si vous écoutez mon podcast, il y a des chances que vous vous reconnaissiez aussi dans ce que je vais raconter. Je pense à toutes les femmes que j'accompagne, et elles sont nombreuses, qui sont dans l'attente, qui attendent les excuses après une dispute, qui attendent que l'autre revienne après une séparation, qui attendent un signe, un message, un geste, une reconnaissance, une simple phrase qui dirait « oui, j'ai mal agi, oui, tu avais raison » ou « oui, tu comptais pour moi ». Et si on me demande pourquoi ces femmes-là attendent, la vraie réponse, c'est qu'elles n'attendent pas vraiment les excuses, elles n'attendent pas vraiment un signe, elles attendent la preuve qu'elles ont de la valeur, que ce qu'ils ont vécu ensemble était réel, ou que la douleur était justifiée, ou que quelqu'un leur dise « c'est vrai, je n'aurais pas dû faire ça, tu méritais mieux ». Et cette attente-là, elle peut durer des semaines, elle peut durer des mois, des années parfois, et elle peut coexister avec une nouvelle relation. Elle peut survivre à des thérapies entières, et elle peut se réveiller au détour d'une chanson, d'une odeur, d'un prénom, d'une nouvelle histoire, d'un nouveau déclencheur. Parce que tant qu'elle est là, quelque chose reste blessé. Et quelque chose en ces femmes-là ne veut pas fermer cette porte, parce que fermer cette porte, ça voudrait dire accepter qu'on n'aura jamais ce qu'on aurait dû avoir. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de tout ça, de pourquoi on attend, de ce que ça nous coûte réellement, du deuil que cette attente nous empêche de faire aussi, et de ce qu'on construit à la place. C'est un épisode dense, donc je vous invite à prendre le temps de l'écouter dans un endroit et surtout à un moment où vous pouvez être vraiment avec vous-même. Soyez honnête sur ce qui se passe vraiment quand on attend les excuses, et je dis on parce que j'ai tellement été dans ce cas-là. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle et que j'ai autant d'émotions à vous en parler. En fait, quand on attend les excuses, on se dit une chose, en tout cas en surface, c'est normal. Ce que cette personne m'a fait était injuste et je mérite au moins qu'il reconnaisse ça. Et peut-être que si ça se passe bien, on pourrait en reparler. Peut-être qu'il a changé, peut-être que cette fois il va comprendre, peut-être qu'il va reconnaître ses torts. Et je dis pas que ce raisonnement est irrationnel, puisque je l'ai eu, il est humain. Et la reconnaissance d'un tort, c'est quelque chose de légitime à vouloir, on est bien d'accord. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se joue là, parce que si c'était vraiment juste une question de justice, on pourrait nommer ce qui s'est passé, le poser et avancer avec ça, sans l'autre, sans son accord, et on pourrait se dire, ce qu'il m'a fait était injuste, et ça suffirait. Mais c'est pas vraiment ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les excuses de l'autre sont devenues la condition pour qu'on puisse se sentir bien, pour se dire qu'on a de la valeur, pour se dire qu'on méritait mieux et que notre douleur était réelle et justifiée. Je rajouterais qu'il y a aussi un truc de j'étais pas folle et ce que j'ai ressenti et ce qu'on a vécu, finalement, il l'a vécu à la hauteur de mes sentiments et de mes émotions. Le problème, c'est que on externalise la validation de notre propre douleur. Et c'est là, pour moi, le piège, parce qu'on attend cette validation de la personne qui, par définition, n'est pas en mesure de nous la donner. Sinon, elle l'aurait déjà fait. Sinon, on ne serait pas là à attendre. Si une personne agit comme elle agit, c'est que c'est normal pour elle d'agir comme ça. Et plus on attend, plus le silence de l'autre confirme exactement la croyance qu'on essaye de contredire en attendant les excuses, en attendant le geste de l'autre, c'est qu'on ne compte pas assez, qu'on n'en valait pas la peine, et que même notre douleur ne mérite pas d'être reconnue ici. Et c'est pour moi le piège cruel, et ce n'est pas de notre faute d'être tombé dans ce piège-là. Mais je veux qu'on aille encore plus loin parce que derrière ce besoin d'excuses, il y a souvent quelque chose de plus ancien que cette relation-là. Et je le dis souvent en coaching, même quand vous avez l'impression que c'est la première fois que vous vivez ça, il y a souvent quelque chose de plus ancien
que ce que vous êtes en train de vivre là. Ce besoin d'être reconnu dans sa douleur, de se faire dire que oui, ce que vous avez vécu était injuste, que oui, vous comptiez, ce besoin-là, il ne date pas d'hier. Pour beaucoup de femmes que j'accompagne, il remonte à bien avant cette relation. Il remonte à une époque où on a appris d'une façon ou d'une autre que sa douleur ne suffisait pas, qu'il fallait la justifier, la prouver, la faire valider par quelqu'un d'autre pour qu'elle soit légitime. Et alors, cette relation-là, même si elle est finie, même si elle était toxique, elle est devenue, on va dire, l'environnement d'un besoin qui est beaucoup plus profond que ça. C'est pas juste la personne qu'on attend, c'est la reconnaissance qu'on n'a peut-être jamais vraiment reçue de l'autre, et parfois même, dans ce que j'observe, tout au long de la relation. On a attendu cette reconnaissance-là. Maintenant, je veux qu'on soit clair sur ce que cette attente coûte. Pas en théorie, concrètement dans notre vie, maintenant. La première chose, c'est que cette attente, elle maintient dans le lien avec la personne. Tant qu'on attend quelque chose de quelqu'un, on est encore dans une relation avec lui. Émotionnellement, énergétiquement, vous voyez ça comme vous voulez, on est encore dans la relation, encore tourné vers cette relation, encore dépendante de ce que l'autre va faire ou ne pas faire. L'attente, c'est une façon de ne pas partir vraiment. C'est la porte qui est entrouverte, en gros. Et tant que cette porte est ouverte, on ne peut pas construire autre chose. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'une partie de nous est encore là-bas. On peut sortir avec quelqu'un d'autre, on peut avancer en apparence, mais si on est encore en train de vérifier s'il a vu notre story, si on rejoue la dispute dans notre tête avant de dormir, si on imagine encore ce qu'on lui dirait s'il revenait, on n'est pas parti. Et attention, je ne dis pas qu'on n'est pas capable d'entretenir une relation qui soit saine quand on n'a pas fait le deuil de quelque chose. C'est encore un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que ça nous maintient dans ce lien-là quand c'est obsessionnel pour nous. Quand de toute façon, on sait qu'on sera toujours dans l'attente de ce message, de ces mots, de cette reconnaissance-là. La deuxième chose, c'est que cette attente, elle reporte la guérison à plus tard. Inconsciemment, on se dit, quand il s'excusera, je pourrai tourner la page. Quand il reconnaîtra ce qu'il a fait, je pourrai aller mieux. Quand il reviendra et que je lui dirai non, je serai guérie. Et ça veut dire que vous mettez la guérison, enfin votre guérison, dans les mains de l'autre. Et ça, c'est la continuation exacte du schéma qui vous a amené ici. Vous avez mis votre valeur dans les mains de l'autre pendant la relation et maintenant vous mettez votre guérison dans ses mains après la relation. Le schéma, il a juste changé de forme. Et votre guérison ne peut pas dépendre de quelqu'un qui ne participe plus à votre vie ou qui n'a peut-être jamais vraiment respecté qui vous étiez ou votre relation. Cette attente, elle nourrit une histoire qui nous diminue. Chaque jour qui passe sans excuse, sans retour, sans signe, alors qu'on ne va pas se mentir, on y pense tous les jours. Notre cerveau en tire une seule conclusion, il se dit, tu vois, t'en valais pas la peine, et si t'avais vraiment compté, il aurait fait quelque chose. Et en fait, c'est faux. Et je vous dis ça, j'ai envie de mettre mes tripes dans ce podcast parce que je ressens tellement ça et ça me plonge des années en arrière où je me disais, mais c'est parce que j'en vaux pas la peine, c'est parce que je suis pas assez, parce que je suis pas assez exceptionnelle, parce que j'étais pas assez bien, parce qu'il m'aimait pas assez. Mais en fait, c'est faux, c'est profondément faux. Le silence de quelqu'un ne dira jamais rien sur notre valeur. Il dit quelque chose sur notre capacité à assumer. Et en l'occurrence sur sa capacité à assumer, sur sa maturité émotionnelle et en l'occurrence sur son manque de maturité émotionnelle, sur là où il en est. Mais je sais aussi que cette attente-là, elle vous fait croire la mauvaise conclusion. Elle vous installe dans une posture de quelqu'un qui attend d'être choisi et quelqu'un qui attend d'être choisi, qui croit au fond qu'il ne l'est pas encore. Elle vous vole du temps. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que l'attente prend de la place, elle prend de l'espace mental, elle prend de l'énergie, elle occupe des heures de pensée, de rumination, de scénarios imaginaires. Pendant que vous attendez ces excuses, vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous n'êtes pas dans votre vie, vous n'êtes pas présente à ce qui existe, les gens vous aiment, les opportunités qui se présentent, la version de vous qui essaye d'émerger. L'attente, c'est du temps de vie que vous donnez à quelqu'un qui n'en fait rien, qui n'est même plus dans votre vie. Et je sais que c'est dur ce que je dis parce qu'on n'a pas envie d'accepter que l'autre soit plus dans notre vie, mais c'est le cas. Et en attendant, lui, elle, est en train de vivre sa best life sans vous. Et je sais que c'est dur, mais en fait,
il y a un temps de guérison et il y a un temps de prise de conscience de « Ok, en fait, ma vie ne peut pas être que l'attente de l'autre. » Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ce deuil-là que l'attente vous empêche de faire. Et je vais sûrement parler longtemps dans cette partie-là parce que c'est celle qu'on évite le plus, c'est celle qui fait le plus mal et c'est celle qui, quand on la traverse vraiment, change tout aussi. L'attente des excuses, c'est souvent une façon d'éviter un deuil. Et ce deuil, c'est pas forcément le deuil de la relation, d'ailleurs. C'est quelque chose de plus subtil et de plus douloureux. C'est le deuil de la version de la relation que vous auriez voulu avoir avec cette personne. Parce que quelque part, vous ne l'attendiez pas lui, vous attendiez ce qu'il aurait pu être, ce que vous auriez pu construire et la version de lui qui vous aurait vu, respecté et aimé correctement. Et cette version-là, elle a peut-être existé par moments, dans les bons moments, dans les débuts, dans les réconciliations, bref, dans tout ce qu'il y avait de bon. Mais parce que je veux croire que ce n'est pas une pure invention. Vous avez eu des preuves que c'était possible et que ça pouvait être réalisable. Et c'est d'ailleurs exactement ça, pour moi, qui rend le deuil si difficile. Quand quelqu'un est entièrement mauvais, on peut s'en aller. Mais quand quelqu'un est parfois merveilleux, on reste. Et d'ailleurs, je pense à toutes mes clientes qui me disent parfois je te parle que des trucs mauvais, mais tu te doutes bien qu'il y a des trucs bien. Bah oui, je me doute bien qu'il y a des trucs bien, parce que sinon vous ne resteriez pas et il n'y a rien qui vous permettrait de vous accrocher à cette relation. Mais en fait, vous attendez toujours le retour de cette version-là, de cette personne. Et dans ces moments-là, on se dit, il peut être comme ça, je l'ai vu. Et si je trouve la bonne façon de lui parler, si je suis assez patiente, assez aimante, assez parfaite, il reviendra. Mais le deuil que vous devez faire, c'est pas juste lui, c'est cette version de lui. C'est l'espoir qu'il deviendra enfin la personne dont vous avez besoin. C'est la relation que vous n'avez jamais vraiment eue, mais que vous avez passé du temps à essayer de construire et que vous avez longtemps imaginé. Et ça, je sais que c'est parfois difficile parce que vous êtes dans le dur et vous vous dites mais je sais qu'il n'est pas comme ça, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à oublier, mais en fait ça, c'est un deuil à part entière. Un deuil pour quelque chose qui n'a jamais vraiment existé tel que vous l'auriez voulu et paradoxalement, c'est souvent plus difficile que de pleurer quelque chose de réel. Parce qu'on ne sait pas bien comment pleurer une possibilité et comment faire le deuil d'un potentiel. Du coup, je voulais vous parler des étapes de ce deuil-là, parce que j'ai dû le faire. La première étape, c'est de nommer ce que vous perdez vraiment. Pas lui en tant que personne concrète avec ses défauts et ses comportements. Ça, je pense que vous l'avez fait en long, en large, en travers. Vos copines l'ont fait pour vous. Mais ce qui représentait, ce que vous espériez, ce que vous avez commencé à construire, surtout dans votre tête. Est-ce que c'était la preuve que vous étiez aimable, que quelqu'un pouvait rester, que vous méritiez une vraie histoire? Est-ce que c'était que vous n'étiez pas condamné à répéter le même schéma? Est-ce que c'était que vous n'étiez pas condamné à rester célibataire toute votre vie? Bref, en fonction de vos croyances, essayez de voir ce qui est là. Parce que souvent, on ne pleure pas vraiment la personne, on pleure ce qu'elle représentait pour nous. La deuxième étape, c'est d'accepter la réalité de qui il était. Je sais, ça, c'est hardcore. Parce qu'on se dit, mais en fait, je vois enfin la relation telle qu'elle est. Je vois enfin la relation et la personne telle qu'elles sont. Et du coup, on doit accepter la réalité de qui était cette personne, pas la version idéalisée, pas la version des bons jours, mais la version complète. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, vous n'alliez pas faire votre vie avec juste les bons moments, juste les bons jours, juste ce que la personne a bien voulu vous donner de bon. Vous alliez l'apprendre avec les comportements répétés, avec le schéma global et avec ce qu'il a prouvé par ses actes et pas par ses mots. Et c'est pas le diaboliser. Moi, je dis toujours à mes clientes, je suis jamais là pour juger vos partenaires, vos crushs, etc. C'est juste que vous puissiez le voir sans l'affect, sans les émotions et sans vos croyances. Et ça, en fait, c'est mon job. C'est de voir la personne telle qu'elle est et telle qu'elle se comporte avec vous. La troisième étape, c'est pour moi la plus difficile, c'est d'accepter que la version que vous aimiez n'était peut-être pas la version principale. Que les bons moments ne définissaient pas qui il est. Et
que ce que vous voyez de douceur une fois tous les 4 matins ne résume pas la relation que vous avez vécue. Et c'est pas renier ce que vous avez vécu, c'est arrêter de l'utiliser comme preuve de ce qui aurait pu être. Faire ce deuil, ça fait mal, ça fait vraiment mal, parce que ça ferme une porte quand on a été dans la blessure du rejet, de la blessure d'abandon, c'est ce qu'il y a de plus douloureux. Ça met fin à un espoir, et l'espoir, même douloureux, protège quelque chose en nous. Il dit quelque chose comme c'est pas fini, il peut encore se passer quelque chose entre nous. Mais quand on fait ce deuil vraiment, quelque chose d'autre devient possible. Et vous arrêtez de consacrer votre énergie à une relation morte qui n'existe plus et vous commencez à l'investir dans votre vie réelle. Alors concrètement, si on n'attend pas, si on fait ce deuil, on fait quoi? À partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et je vais vous donner 4 éléments. Pas des solutions magiques, mais plus des repositionnements réels, des façons de reprendre votre pouvoir dans votre propre vie. La première chose, c'est de vous valider vous-même. Ce que vous cherchez dans ces excuses, c'est une confirmation que votre douleur était légitime, que ce que vous avez vécu était réel, que vous avez le droit de souffrir, que vous méritiez mieux. Vous et moi, on le sait. Vous n'avez pas besoin de lui pour ça. Votre douleur, elle est toujours légitime parce que vous l'avez ressentie, point final. Elle n'a pas besoin d'être validée par la personne qui l'a causée pour être réelle. Si quelqu'un vous tire dessus, vous n'allez pas lui demander si vous méritiez ça, vous n'allez pas essayer de lui faire comprendre que vous ne méritiez pas ça. Vous n'avez pas besoin de témoins externes pour exister. Et votre douleur n'a pas besoin de témoins externes pour exister. La question à vous poser vraiment, c'est est-ce que je peux me dire à moi-même que ce que j'ai vécu était injuste et que j'ai eu mal, et est-ce que c'est suffisant? Sans personne extérieure pour me le confirmer, sans que quelqu'un d'autre valide ma version. Moi, il faut que je puisse donner de la valeur à ma version. Se valider soi-même, c'est pas se convaincre que tout va bien, c'est juste reconnaître ce qui s'est passé pour soi, à soi, et décider que cette reconnaissance suffit. La deuxième chose, c'est que vous allez rapatrier votre énergie. Toute l'énergie que vous mettez dans l'attente à surveiller s'il a vu votre message, s'il a mis une story, si sa nana a mis une story, si son ex a mis une story, s'il a d'autres abonnements, d'autres abonnés, à imaginer la conversation, à rejouer la dispute dans votre tête, à rejouer la séparation, à imaginer comment tu réagirais s'il revenait, cette énergie-là vous appartient à nouveau. Et la question, c'est absolument pas est-ce qu'il mérite que je l'attende? La question, c'est est-ce que moi, je mérite mon propre temps et ma propre attention? Reprendre son énergie, c'est pas oublier ce qui s'est passé, ce n'est pas non plus oublier la personne. Je sais que je pourrais en faire un épisode de podcast. On a peur d'oublier. On n'a pas envie d'oublier l'autre. Mais c'est pas faire semblant que ça n'a pas existé. C'est choisir de plus alimenter quelque chose qui ne peut plus te donner quoi que ce soit. C'est fou quand même notre capacité à essayer de nourrir une relation par l'attente alors que cette relation n'existe plus. En gros, quand vous sentez que vous commencez à partir dans une rumination, dans un scénario imaginaire, notez-le, observez-le, regardez ce qui est en train de se passer et posez-vous cette question. De quoi ai-je besoin en ce moment? Et est-ce que je suis capable de me le donner? De quoi ai-je besoin en ce moment? Pas de lui, mais de vous-même. La troisième chose, c'est de créer sa propre clôture. Parfois, il y a eu une séparation, il y a quelque chose qui a clôturé la relation, mais en fait, vu que vous avez été dans l'attente, vous n'êtes déjà plus dans la clôture. Il y a quelque chose que vous n'avez pas clôturé en tout cas. Donc, ce sentiment de fin, de résolution, on croit qu'elle doit venir de l'autre. Mais ça va être autre chose. Cette clôture, elle ne peut pas venir que quand l'autre dit enfin ce qu'il aurait dû dire, ou elle ne nécessite pas non plus une dernière conversation, un dernier face-à-face, un dernier échange qui mettrait tout à plat, même si j'en conviens, parfois ça peut faire du bien pour l'avoir vécu. Mais la clôture, on peut se la donner à soi-même, et surtout, c'est pas parce qu'on se dit je vais le voir une dernière fois qu'au fond de nous, c'est la dernière fois. En fait, cette clôture, on peut vraiment se la donner, on peut vraiment décider que là, ce sera la dernière fois. Et pas en prétendant que tout va bien. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, je pourrais en parler encore. Le corps aura besoin d'y revenir. Donc, le but, c'est pas d'effacer ce qui s'est passé, c'est décider qu'on n'a plus besoin de sa version de l'histoire
pour écrire la nôtre. Je vous raconte une petite anecdote, je ne vais pas m'étaler dessus, mais c'est pour que vous compreniez aussi, c'est que parfois il faut accepter qu'on n'ait pas vécu la même relation. En 2015 et 2016, j'ai vécu la relation toxique, je pense, qui m'a amenée à avoir envie de faire ce métier. Sans cette relation, je ne suis pas sûre que j'aurais fait ce travail sur moi et que j'en serais là aujourd'hui. Et 4 ans après ça, en 2020, je crois, j'ai eu l'opportunité de discuter avec cet homme. Et j'ai eu besoin de lui dire ce par quoi moi j'étais passée, comment j'avais vécu cette relation, ce que j'avais ressenti, ce qui avait été douloureux. Je lui ai rappelé des scènes, des mots qu'il a dit. Et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas vécu la même relation. Lui, déjà, la plupart des choses, il s'en souvenait pas. Il me disait, je peux pas croire que je t'ai dit des choses comme ça. Si, je peux pas croire que j'ai fait ça. Si. Que ça a été traumatisant pour moi, évidemment. Mais en fait, ça m'a permis de me rendre compte de 2 choses. Déjà, de pouvoir dire ce que j'avais à dire. Ça, vous n'avez pas besoin de la validation de l'autre. Par contre, je dis toujours qu'il faut quitter une relation en ayant tout dit. Parce que sinon, ça va vous revenir. Et moi, je pense que j'ai pas assez... Bon, en même temps, à 22 ans, je pouvais pas avoir les... Ou 24 ans, 23, 24. Je pouvais pas avoir les mêmes outils que j'ai aujourd'hui. Je savais pas parler de mes émotions. Mais je sais que c'est important, en tout cas, de se donner l'opportunité de dire tout ce qu'on a à dire sur la relation, sur comment on l'a vécu, etc. Mais surtout, j'ai compris une chose, c'est que on ne vit pas toujours la même relation que l'autre, et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas compté pour l'autre et que l'autre n'a pas compté pour nous, mais ça veut juste dire que chacun a sa version et chacune de ces 2 versions est légitime puisque chacun a ressenti des choses différentes. Donc oui, on peut nommer ce qu'on a vécu, on peut reconnaître ce que ça nous a coûté, on peut même écrire la lettre qu'on n'enverra jamais, mais surtout pour soi, pour poser des mots et pour leur donner un endroit où atterrir. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir souvent dire les choses. On m'a souvent laissé l'opportunité, mais parfois pas. Et j'ai écrit. Voilà. Même s'il n'y avait pas de réponse derrière, les mots, mes émotions avaient besoin d'être quelque part en dehors de mon corps. Et tant pis si ça n'a pas été lu, mais moi, je sais que j'en avais besoin. Parce qu'en fait, ensuite, on peut décider que c'est suffisant pour avancer sans l'accord de l'autre et sans sa participation. Ensuite, on a le fait de réinvestir dans notre relation à nous-mêmes. Et ça, c'est la partie la plus fondamentale parce que derrière tout ça, derrière l'attente des excuses, derrière le besoin de validation externe, derrière la difficulté à faire le deuil, il y a souvent une relation à soi-même qui a été mise de côté. On cherche tellement à l'extérieur ce qu'on n'arrive pas à se donner à l'intérieur. La reconnaissance, la preuve de valeur, la certitude d'être aimable, d'être suffisante. Et le vrai travail, le travail de fond, c'est de commencer à construire cette relation à soi. Pas d'un coup, pas parfaitement, mais progressivement, en se montrant à soi-même qu'on est digne de sa propre attention, de sa propre bienveillance, de sa propre reconnaissance. Et ça, c'est le travail le plus long, mais aussi le plus transformateur. Attendre les excuses qu'on n'aura jamais, c'est pas de la faiblesse, c'est pas de la naïveté. Je ne vous laisserai jamais dire ça. C'est une réponse juste humaine et compréhensible à une douleur qui est réelle. Encore une fois, votre douleur, elle est réelle, elle est légitime. Mais heureusement, à mon sens en tout cas, c'est vraiment une prison dont on a la clé. Parce que notre valeur n'est pas dans les mains de l'autre, elle ne l'a jamais été, elle ne le sera jamais, peu importe ce que l'autre dit ou ne dit pas, peu importe s'il revient ou s'il ne revient pas, peu importe s'il reconnaît ou ne reconnaît pas ce que vous avez besoin d'être reconnu. Le deuil de ce qu'il aurait pu être, de ce que vous auriez pu construire, c'est douloureux. Et je ne vais pas vous dire le contraire, mais de l'autre côté de ce deuil, il y a quelque chose que l'attente ne peut pas vous donner. C'est la liberté d'être dans votre vie, présente, entièrement disponible pour ce qui arrive et pour vous-même. Et ce que vous méritez, c'est de ne plus avoir besoin de sa permission pour aller bien. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez commencer aujourd'hui, à tout instant.
J'espère que cet épisode vous aura fait du bien d'une manière ou d'une autre, ouvert les yeux, fait avoir une prise de conscience, peu importe, ou juste l'effet d'un gros câlin. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast si ce n'est pas encore fait. Si vous écoutez sur Spotify, n'hésitez pas à laisser un avis. J'adore lire vos commentaires. Ça m'aide vraiment à faire grandir le podcast. C'est quand même l'endroit où je mets le plus d'énergie, mais aussi le plus de contenu. Et ce contenu-là, il peut aller entre les mains de celles et ceux qui en auront besoin. Et si vous sentez que ce dont on a parlé aujourd'hui vous touche profondément, que c'est un schéma dans lequel vous vous reconnaissez et que vous vous sentez prêt et prête à aller vraiment au fond de ça, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram ou réserver votre appel découverte via le lien dans la bio. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, prenez soin de vous avec tout mon amour comme toujours. À la semaine prochaine.